que j'ai jamais rien vu d'aussi beau. Qui belle lettre, ça. Après notre remarquable article sur l'Antiquité, notre cher rédacteur en chef nous avait commandé un second papier tout à la gloire de la Renaissance de la cité. Bon, je dois vous avouer que si la première expérience fut passionnante, celle-là s'annonçait tout simplement merveilleuse. Oui, à l'image de cette incroyable place Saint-Pierre avec sa sublime basilique. Là, on se trouvait dans un décor vraiment fabuleux. Imaginez-vous l'enjeu pour la papauté. Construire un siège qui puisse être à la hauteur de ce que l'Église représentait à travers le monde, à l'époque où elle s'affirmait comme la première puissance d'Occident guidant dans sa sagesse supposée les hommes, les rois. Le Moyen-Âge avait été obscur, méprisable. Alors il convenait de l'effacer. Il fallait affirmer haut et fort le retour de la civilisation avec un grand C. Oui, cette grandeur qui illuminait le monde au temps de l'Empire romain. Les papes disposaient alors d'une fortune colossale. C'était l'héritage de siècles de dîmes prélevées aux quatre coins de l'Europe. Ils étaient riches, mais il leur manquait un ancrage territorial digne de leur puissance. Que dis-je? Du rayonnement de l'Église et de la foi. Saint-Pierre du Vatican se devait de représenter cette grandeur-là. Les papes firent alors appel aux architectes les plus fameux de toute la chrétienté. Bramante, Raphaël, Michel-Ange, Bernini, et chacun associant à son talent et à sa renommée l'immense chef-d'œuvre. Le résultat est stupéfiant. Sophie, moi, après le Colisée, c'est le Vatican que je préfère, avec cette place moderne, ces colonnades bâties sur un mode antique. Ça me plaît, ça. Il y a quand même un bon millénaire qui les sépare. Mais c'est vrai que tous deux symbolisent la période de Rome, où Rome illuminait le monde. Oui, enfin, entre les deux périodes, il y a eu les ravages, les pillages. Rendez-vous compte, au Moyen-Âge, il y avait 30 000 Romains. Au 1er siècle de l'Empire, à Rome, il y avait plus d'1 million d'habitants. C'est dire l'effroi, la terreur. Mais vous savez que Rome est éternelle. Et Rome a su renaître de ses cendres grâce au pape, justement. Ce sont eux qui ont redonné titre de noblesse à cette ville en créant une nouvelle capitale mondiale, celle de la chrétienté, et capitale mondiale parce qu'il n'y a pas que le Vatican. Oui, mais enfin, le Vatican, ça a été fait pourquoi? Parce qu'il fallait que l'Église montre au monde son rayonnement, sa splendeur retrouvée. Et pour le coup, ce palais est une réussite, vraiment. Hein. Très belle réussite. Et vous savez qu'il n'a pas du tout été construit au hasard. La légende raconte que Constantin avait construit ici une basilique parce que les chrétiens venaient en pèlerinage sur la tombe de Pierre, martyrisé ici même sur cette colline par Néron. Alors, regardez bien, sur la colline, il y avait, adossé à un des palais de Néron, un cirque qui s'appelait le cirque Vaticanus. À la fin du règne de Néron, qui était une horreur absolue, on a évidemment tout effacé. Voilà. Et on raconte que la tombe de Saint-Pierre serait au pied de cette colline dans une grotte. Alors c'est vrai que c'est une légende, mais elle est probablement vraie. Oui, en tout cas, moi j'y crois. On va remonter le temps. Il y a deux piliers de l'Église. Il y a Saint-Paul et Saint-Pierre. Alors, Paul le malheureux, il a été décapité sur la Via Appia. Pierre, il a été martyrisé, crucifié ici. Alors qu'a fait Constantin? Il a bâti deux basiliques. Une basilique Saint-Paul, non loin de la Via Appia, et la basilique Saint-Pierre, ici, voilà. Et d'ailleurs, selon l'évangile Saint-Matthieu, Pierre s'appelait en réalité Simon. Mais c'est Jésus qui le surnomma Pierre et lui dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Et en ce sens, c'est un peu une prémonition, puisque effectivement, l'église mère de la papauté a bel et bien été construite sur cette colline. Alors, je vais préciser une chose. Simon, qui est devenu Pierre, était surnommé en araméen, par tout le monde dans le Christ, Képhas. Et Képhas en araméen, ça veut dire roc. Alors, Jésus-Christ l'appelait le roc parce que Pierre, c'était un costaud, il était solide comme un roc. Et il a dit un jour, roc, tu es roc. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Voilà. L'histoire est belle quand même. Hein. Ah oui, oui, puis il faut savoir que l'église mondiale, a été bâtie, construite tout entière sur le tombeau du Christ.
Allez, mettez vos lunettes. Moi, je mets mon chapeau. En avant, haut les cœurs. Allez, hop. L'histoire est étonnante en effet. L'Église d'Occident est bien physiquement construite sur le tombeau de celui que Jésus appelait le roc 1000 ans auparavant. Mais il y a encore plus étonnant au Vatican, même si tout y est fascinant. Par exemple, la fresque de la chapelle Sixtine. C'est l'un des plus grands chefs-d'œuvre au monde. Peint par Michel-Ange entre 1508 et 1512, ce chef-d'œuvre de la Renaissance italienne présente la genèse du monde en 9 scènes universelles. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que le contrat initial passé entre l'artiste et le pape Jules prévoyait une représentation de Jésus et des apôtres, mais le thème fut jugé trop pauvre, oui. Trop pauvre pour une bonne partie des théologiens de la papauté, et Michel-Ange lui-même se dit qu'il fallait imaginer quelque chose de plus grand, de plus céleste. La genèse de toute chose. Et dans ces scènes, la création d'Adam par Dieu est probablement la plus célèbre. En tout cas, c'est celle que je préfère tant l'artiste a su exprimer l'énergie la plus absolue avec ce qui semble n'être qu'un signe dans le fond. Dieu donne du bout de l'index, Adam reçoit. Et il n'y a absolument aucun artifice. Mais la scène montre une force incroyable, toute la puissance divine dans un geste si modeste. Ce n'est qu'une opinion personnelle, franchement, mais j'opposerais volontiers la sobriété du traitement artistique de Michel-Ange à l'affichage très ostentatoire de l'architecture vaticane, à laquelle il a d'ailleurs, il faut le dire, largement participé, mais où tout est fait pour éblouir le visiteur, ou plutôt l'écraser, le contraindre à l'humilité. Si Saint-Pierre de Rome est aujourd'hui le siège de la papauté, une autre basilique remplissait jadis cette fonction dans les premiers temps de la chrétienté. Et jusqu'au XIVe siècle date du départ des papes pour Avignon. Cette église, c'est Saint-Jean du Latran, la toute première basilique papale de Rome construite par l'empereur Constantin vers 320 après le Christ. Sa façade monumentale, elle ressemble à celle du Vatican, mais faut pas se tromper. L'édifice actuel ne correspond pas à celui de l'Antiquité ou du Moyen-Âge. L'Église des premiers papes et des premiers conciles a connu bien des misères. Elle fut mise à sac à plusieurs reprises, pratiquement d'ailleurs lors de chaque invasion barbaresque. En 410, lors du sac d'Alaric, en 846, lors d'un raid de Maures, en 1084 lors du passage des Normands, et puis elle fut ravagée par 2 tremblements de terre en 896 et en 1349. Elle fut également détruite par un incendie en 1361. La façade que l'on admire aujourd'hui a été entièrement rebâtie au XVIIIe siècle par l'architecte Alessandro Galilei. Un architecte qui s'est largement inspiré du style baroque de Saint-Pierre du Vatican. Bon ben voilà mon cher Jean-Paul, Saint-Jean du Latran. C'était elle la grande basilique du Moyen-Âge. C'est là où vivaient les premiers papes, mais le palais a disparu depuis. Vous savez que la basilique a été ravagée, pillée plusieurs fois, mais toujours reconstruite. Celle d'origine, elle mesurait 100 mètres de longueur, 65 mètres de large. C'est déjà tout un symbole. Hein. Moi, l'actuelle, je la trouve pas mal non plus, avec sa façade monumentale et ses décorations baroques. Et puis, vous savez, Jean-Paul, si le palais a été détruit, il reste quand même un petit jardin secret, un bijou du XIIIe siècle qui vaut vraiment le coup d'être vu. Ça, c'est bien pour l'article. C'est bien. Hein. Ah oui, ça, c'est croustillant. Et puis, avec une photographie de cette façade éclatante, ce sera vraiment remarquable. Ça, oui, pour être éclatante, elle est éclatante. Hein. On en prend plein les yeux. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein. Vous me prêtez vos lunettes, je vous prête le chapeau. Hein. Allez-y, allez-y, vous allez voir. Vous allez voir, c'est très bien. Ah ah ben non, mais je suis désolé, mais là, moi, évidemment, je vois. Ils vont bien ces lunettes, Jean-Paul. Hein. Là, on voit bien les détails. C'est bien, là. Ah. Ah. Allez, vous venez. Bon, en matière de signes pour l'article, on est plutôt pas mal. Hein. Oui. Quoi? J'ai oublié l'appareil photo. Oh non, c'est pas possible. Je l'ai oublié.
J'ai oublié l'appareil photo. Oh là. Je le savais. Je suis parti ce matin, j'ai dit, j'oublie quelque chose. L'appareil photo. Vous êtes incorrigible. Hein. L'appareil photo. C'était la seule chose qu'il fallait pas oublier. Eh oui, l'appareil photo. Je l'ai oublié. Alors, sur le moment, je dois vous avouer que je me suis senti ridicule, bête. Puis il me semblait que les 11 statues des apôtres qui surveillaient Rome depuis le toit de l'église me regardaient toutes d'un air plus accusateur que bienveillant. Mi vagano muso, hein. Mi vagano muso. Je crois que le moment est venu de se faire tout petit. C'est vraiment impressionnant, Jean-Paul. Venez voir ces statues, venez, regardez. De part et d'autre de la nef centrale, les 12 apôtres. C'est des colosses, hein. Quelle émotion. Regardez, en dessous de Philippe, on se sent tout petit, hein. C'est même écrasant. Tous ces détails, c'est splendide. Puis j'ai remarqué qu'il y avait aussi beaucoup de détails sur le sol. On n'a jamais eu l'habitude de marcher sur quelque chose d'aussi beau, hein. Ça, c'est typique du Moyen-Âge. C'est ce que faisait la famille de Laurent Cosma. Ils ont été des experts, c'est eux qui ont créé cette technique. Ils allaient sur des temples ruinés, des vestiges, ils récupéraient des marbres, ils les retaillaient, c'était des fragments, et ils nous proposaient ce genre de mosaïque incroyable. Magnifique. Je vais vous montrer un hôtel. Regardez là, là c'est quand même incroyable aussi. À cet endroit, seul le pape pouvait célébrer l'Eucharistie. Il était tout seul. On dit que cet hôtel en bois remonterait à l'époque de l'empereur Constantin. Ça veut dire que les premiers papes célébraient la messe ici. Il y a les reliques aussi. Les crânes de Pierre, de Paul, elles ont été récupérées dans leurs tombes respectives par Constantin. On est sous le coup de l'émotion. Moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour ces statues. Cet hôtel est une splendeur, mais vraiment une splendeur. Il n'y a pas que l'hôtel en bois qui illumine Saint-Jean-du-Latran, même si le fait de le savoir si ancien ajoute à l'œuvre beaucoup de solennité. Mais tout l'intérieur de l'église est d'une rare délicatesse. Nous devons ce travail à l'architecte Francesco Borromini. Il a été chargé par le pape Innocent X de rebâtir la nef qui avait été ravagée par le dernier incendie. L'architecte a respecté autant qu'il le pouvait le bâtiment initial. Il a incorporé des vestiges antiques dans une nouvelle construction flamboyante. L'art est présent partout ici. On peut faire des photos, on est sûr de les réussir toutes. C'est vraiment remarquable comme endroit. Vous voyez, Jean-Paul, je vous l'avais dit, hein. Ah, c'est un bijou, ce jardin des papes du Latran. D'ailleurs, je suppose qu'à l'origine, la basilique, elle devait être aussi belle que ce jardin. Ah oui, d'ailleurs, ce jardin n'a pas bougé depuis 1230, Jean-Paul. Moi, je trouve que c'est vraiment un vrai havre de paix. Et il faut quand même imaginer les papes venir ici se recueillir à l'abri du monde. Oui, enfin, il y avait aussi de la politique. Vous savez, des complots et des conspirations se sont dessinés entre les colonnes de l'endroit. D'ailleurs, où nous sommes, nous mettons nos pas dans ceux des princes et des rois. C'était un haut lieu politique. Il y avait d'abord un palais confisqué par Néron, et puis c'est devenu un bâtiment public où la famille des empereurs y vivait. Et puis, finalement, Constantin a construit ici une basilique pour les papes. Et moi, je vais rester, si vous me permettez, je vais faire mon article ici. Ah, enfin, vous allez y ajouter votre touche personnelle. Eh oui, moi je vais rester ici. Bon, si vous le permettez, je vais continuer ma visite. Allez-y, allez-y, allez-y. Moi je reste ici. On est bien là. Peut-être me mettre là. Ah oui, mais Sophie a raison, il fait vraiment trop chaud. Moi, je me demande d'ailleurs comment faisaient les papes, hein, parce que c'est pas très propice à la réflexion, au travail, à la méditation. Hein. Oh, il est calme. Oh, on va parler de Rome, hein, parce que on est là pour ça.
La chute de l'Empire romain, elle s'est accompagnée d'un effondrement politique dans toute l'Europe. Rome, ancienne capitale du monde, devient au Moyen-Âge un monceau de ruines. Les monuments servent alors de carrière, les marbres de matières premières pour les fours à chaud. On démolit les vestiges d'une grandeur devenue inutile parce qu'on en a besoin, parce qu'il faut pallier aux nécessités du moment. La ville se vide de sa population, la campagne est désertée. Il n'y a plus ni industrie ni commerce. Le pouvoir réel se trouve maintenant aux mains d'une noblesse guerrière, belliqueuse, une noblesse qui va partager les ruines. Tandis que les invasions récurrentes, elles empêchent tout effort de reconstruction de la cité. Mais c'est pourtant pendant cette période obscure que la papauté a su s'affirmer comme la première puissance politique et financière d'Occident. Cela a mis du temps, car il a fallu dépasser les rivalités entre États, mais peu à peu, les papes affirment leur autorité aux côtés des rois. Lorsqu'au XVe siècle, les papes rentrent d'Avignon pour investir à nouveau Rome, ce sont des personnages politiquement puissants assis sur une fortune incalculable. Il n'y a alors aucune limite à leur désir de restaurer la splendeur de la cité antique et d'en établir le siège de leur pouvoir. Rome se doit à leurs yeux d'illuminer le monde comme elle a su le faire au temps de l'Empire romain. Les papes se transforment en grands mécènes. Rome devient un énorme chantier archéologique. On redécouvre les anciens monuments, on récupère les sculptures, on met à jour les bas-reliefs. Mais cette période du renouveau de l'Église de Rome est marquée par une scission dans la famille catholique avec le développement du protestantisme. C'est cette rupture qui va pousser alors les papes de l'Église romaine à accentuer leurs efforts afin que Rome et son Église écrasent littéralement le monde de leur beauté. Il en va du rayonnement de l'Église, donc du pouvoir de la papauté. Pour ces papes, le modèle c'est l'Antiquité. Mais il ne faut pas la copier, elle doit être juste une source d'inspiration, un référent que la puissance de l'Église doit sublimer. Rome se doit de retrouver une grandeur passée, mais dans un élan de modernité quand même. Les papes multiplient alors les commandes, ils incitent les peintres, les sculpteurs, les architectes à libérer leur fantaisie pour rendre gloire à une Église romaine victorieuse, rayonnante. En moins d'un siècle, Rome renaissante s'impose comme le centre incontournable de l'art. Les artistes de toute l'Italie s'y pressent, attirés par l'espoir d'être repérés par l'un de ces mécènes commanditaires des œuvres de l'Église et de la cité. Parmi les grands mécènes de la Rome renaissante, il faut citer le cardinal Scipione Caffarelli Borghese, neveu du pape Paul V. Son œuvre a profondément marqué la cité romaine. On lui doit notamment la réalisation de la Villa Borghese dès les premières années du XVIIe siècle sur l'une des 7 collines qui entourent le cœur de la cité romaine. C'est une villa exceptionnelle. Elle est à l'image de la cité romaine et elle revisite les canons de l'art antique. Il y avait jadis à cet endroit des terrains désaffectés, des ruines éparses. Le cardinal, il rachète tout pour y édifier un grand projet, une somptueuse demeure conçue comme une villa de délices avec des jardins privés, une galerie d'art destinée à recevoir les innombrables œuvres de sa collection personnelle. Il en avait beaucoup. Il imagine une succession d'espaces savamment agencés pour représenter la nature dans son raffinement absolu. Le voilà, mon empereur Constantin. Il est là. Ah oui, il est beau, hein. Ah oui. Puis alors, il est vraiment très photogénique. Sophie, j'ai un angle de vous qui est parfait. Mais enfin, Jean-Paul, je ne vais pas figurer moi dans l'article. Pas grave, vous ferez une photo avec l'empereur Constantin. Oui, bien sûr, mais tout à l'heure. Ah, vous savez, Jean-Paul, je pensais faire figurer dans l'article que les papes étaient de grands bâtisseurs. C'est une très bonne idée, parce que c'est vrai, les papes ont contribué à la splendeur, à la renaissance de Rome. Mais pas que les papes, les cardinaux aussi, ils ont fait de cette cité la capitale mondiale de l'art, de la culture. On va prendre un exemple. Le cardinal Scipione Caffarelli Borghese.
le neveu du pape Paul V. Eh bien, beaucoup des splendeurs qui sont ici, on les lui doit. Oui, d'ailleurs, c'est l'un des plus beaux parcs romains. 85 hectares de verdure bien orchestrée, de haies, de bosquets et la villa elle-même, avec ses propres jardins secrets. Le cardinal était un homme raffiné et cultivé. Hein, c'est vrai, cette villa, c'est un musée à ciel ouvert. Oui, et d'ailleurs, il ne faut pas non plus oublier sa fonction de mécène du cardinal. Il a parrainé de nombreux artistes. D'ailleurs, le rôle des papes, à cette époque-là, était de grands pourvoyeurs d'art. Rome devait tout simplement être la plus belle. Et ce parc et cette villa ne sont que quelques exemples de ce que l'on peut admirer du fait des papes à Rome. Je vais faire quelques photos, ça va nous aider pour l'article. Ça va être superbe. Quelques beaux clichés, voilà. Vous me rédigez ça, Sophie. Oh. Sophie, c'est une fan. Elle adore mon art, elle me comprend. Eh bien, moi, je suis sûr que le cardinal Borghese, il aurait aimé mes photos. Il m'aurait même financé, il m'aurait aidé. Parce que l'action du cardinal ne s'est pas limitée à cette célèbre villa Borghese. En réalité, le cardinal Borghese fut l'un des grands mécènes de Rome. Il aida de nombreux artistes à s'affirmer. Il soutint notamment le sculpteur et architecte Lorenzo Bernini, dit le Bernin, en multipliant les commandes. Il a même joué de son influence auprès de la papauté pour qu'il obtienne les chantiers les plus importants de la ville. Figurez-vous que son protégé se vit ainsi confier la réalisation de la place Saint-Pierre du Vatican. C'est quand même un chantier convoité, prestigieux. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les papes initièrent une nouvelle forme de conquête du monde. Les Romains, ils avaient été maîtres dans l'art de la guerre et de la domination militaire. Eh bien, les papes s'imposaient désormais comme les maîtres d'une nouvelle forme de conquête, la séduction par les arts. Le monde entier était subjugué par les beautés de Rome et regardait la ville comme un exemple, un modèle, une envie. Parce que Rome se retrouvait à nouveau au centre du monde moderne. Les familles romaines au pouvoir se devaient de posséder tout ce que l'art comptait de plus beau de manière exhaustive. Le cardinal Borghese collectionnait tout ce qui se faisait de mieux à l'époque, les sculptures, mais aussi les tableaux des grands peintres italiens du début du XVIIe siècle. À l'époque, Michelangelo Merisi, dit le Caravaggio, eh bien, il va révolutionner la peinture en travaillant sur la couleur, sur les ombres, sur la lumière, et il va obtenir ainsi plus de réalisme et d'intensité dramatique. Il est d'ailleurs rapidement considéré par tous les spécialistes comme un véritable génie. Mais l'homme a fort mauvaise réputation. Sa vie est bien trop immorale pour que le cardinal se compromette à lui passer commande. Le Caravaggio mène une vie de débauche, il multiplie les ennuis avec la police, avec la justice. D'ailleurs, ça l'empêche de connaître la carrière que son coup de pinceau aurait dû lui procurer. Mort en 1610 à l'âge de 38 ans, probablement assassiné alors qu'il était recherché à Rome pour meurtre, le Caravaggio aura en définitive laissé plus de disciples que de toiles et il aura marqué davantage l'histoire de la peinture que les chapelles des églises romaines. Le cardinal Borghese avait découvert le talent précurseur du jeune peintre alors qu'il récupérait en 1607 la collection du cavalier d'Arpino. 105 tableaux saisis par Paul V en guise de paiement d'une lourde dette. Parmi ces tableaux figuraient 2 œuvres du Caravaggio qui ne manquèrent pas d'attirer l'attention du collectionneur averti. 3 ans plus tard, lors de la succession du peintre, Borghese s'adjuge 3 nouvelles pièces majeures de sa collection de peintures. En ce début du XVIIe siècle, Rome est un vaste chantier de construction.
Partout, les architectes savent faire pour édifier églises, fontaines et places publiques éclatantes de beauté dans un style antique revisité. L'art fusionne les enseignements du passé pour créer les nouveaux canons de la perfection. Le petit protégé du cardinal Borghese, Lorenzo Bernini, dessine la nouvelle place du peuple au pied de la colline où s'élève la villa Borghese. Au centre de la place, il élève un authentique obélisque égyptien érigé jadis par Ramsès II à Héliopolis. C'étaient les empereurs romains de l'Antiquité qui avaient pris cette habitude d'orner la ville de trophées de guerre. La Rome antique comptait alors 14 obélisques égyptiens. Mais, à la chute de l'Empire, ces obélisques avaient été abattus et laissés à terre en morceaux. Les papes firent récupérer ces symboles de l'Antiquité afin de les mettre en évidence devant les principaux édifices de la ville et de souligner ainsi le long héritage de la religion chrétienne depuis les origines de la civilisation. Sophie, c'est bien ça pour l'article, hein? Ah, pour les photos. Non, non, mais c'est vraiment bien, hein? Non, mais vraiment, hein? Ça c'est bien. On pourrait peut-être trouver un autre angle, non? Oui, mais c'est bien. Allez, venez. C'est bien ça. C'est bien. Donc c'est vraiment bien ça. Ici, c'est un plateau de cinéma à Rome. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Fellini. Il disait qu'ici, on pouvait faire tous les films qu'on voulait. D'ailleurs, les premiers succès de Fellini parlent de ces peuples de rue de Rome, comme dans Il Bidone, où trois escrocs, déguisés en prêtres, arnaquent de pauvres gens. Ou encore dans Les Nuits de Cabaret, où une jeune femme prostituée tombe dans les mains des escrocs. Et puis il y a eu la Dolce Vita. La Dolce Vita qui montrait une bourgeoisie oisive avec un petit peuple. Vous savez que lorsque le film est sorti, certaines scènes ont été coupées au montage parce qu'elles étaient trop audacieuses. On l'a même interdit aux moins de 18 ans. Et oui, c'était un film subversif, acerbe et très critique envers la société. Il faisait référence à de très nombreux scandales de l'époque. Et il était accusé de propagande communiste. Et les Vaticans a même interdit aux catholiques d'aller le voir. Et de l'autre côté, vous aviez l'intelligentsia de gauche qui en avait fait le film, le chef-d'œuvre mondial. Et c'est vrai que ce film montrait un monde moderne, corrompu, difficile. Mais il a été un succès commercial. Il a rapporté de l'argent. Il a même eu une palme d'or à Cannes. Alors c'est dire... C'était bien mérité, hein? Ah oui, ça c'était mérité. Rome, ville lumière. Vous savez, il n'y a pas de hasard dans le fait que Rome soit devenue une capitale du cinéma de l'après-guerre, car cette ville tout entière semble en permanente représentation. Dans les années 50-60, les studios romains ont inventé une nouvelle forme de cinéma. C'est un cinéma populaire qui parlait de la vraie vie et des gens du peuple. C'étaient des films réalistes, marqués à gauche et réalisés par de grands réalisateurs. Pour moi, le plus grand de tous, c'est Fellini, il maestro, un véritable maestro dans la manière de mettre en scène les histoires. Fellini avait quelque chose de plus que les autres. Une façon quasi obsessionnelle de construire chaque plan filmé où le hasard n'avait pas sa place, où chaque détail, même insignifiant, était réfléchi. Fellini a peut-être choqué par ses récits licencieux, mais il a construit des scènes magiques qui ont fait le tour du monde. Je crois que tout le monde connaît la Dolce Vita, son chef-d'œuvre, moins par l'histoire, qui est une critique de la bourgeoisie romaine, où tout n'est qu'apparat, bling-bling, tromperie, mais plutôt célèbre par la scène où Marcello Mastroianni et Anita Ekberg se baignent tout habillés dans la fontaine de Trevi. C'est une scène devenue immortelle. Oh, mamma mia! Cette scène est peut-être celle qui exprime le mieux ce qu'est le cinéma de Fellini. Extravagant, sensuel, baroque, très romain en somme. La grandeur d'une civilisation se mesure souvent à ce qu'elle laisse en héritage. Et dans cette affaire-là, seul le grandiose compte véritablement. À Rome, le grandiose ne manque pas. Les Romains avaient jalonné leur capitale de monuments gigantesques. Les papes avaient fait de même avec de somptueuses églises, des fontaines, des places publiques. Le royaume d'Italie se devait de fêter lui aussi la réunification du pays par quelque chose d'hors norme. En 1910 fut inauguré le monument le plus imposant de Rome dédié à Victor Emmanuel II, le premier roi de l'Italie moderne. Ce monument de style néoclassique avec ses colonnades
Ses statues de bronze, ses 2 quadriges conduits par la déesse Victoria, ses fontaines et sa façade étincelante de marbre blanc se veut un hommage à la grandeur de la Rome antique. À l'époque, le monde était unifié sous la bannière de l'Empire romain. Mais comme toujours à Rome, le style s'inspire du passé sans chercher à le copier. Il en résulte un bâtiment grandiose, sans doute aussi imposant que les monuments antiques, mais peut-être plus massif encore. Les Romains ont mis du temps à se l'approprier. Ils jugeaient son esthétisme un peu trop colossal, pour ne pas dire pâteau. Mais peut-être en était-il de même au temps des Romains. Nombre de monuments qui firent la gloire de la cité n'ont pas été d'emblée aimés de la population. Peu importe. À vrai dire, il a toujours trouvé sa place dans cette longue succession d'œuvres qui fait de Rome un ensemble unique et vivant. Dès qu'il y a de la musique, moi j'aime bien danser. Ça swing. Je vous observais d'ailleurs, vous dansez pas mal aussi. Moi, j'adore ça, j'adore ça. Vous avez été merveilleuse, vous avez été belle ici. Bon, cette promenade est bien belle, Jean-Paul, mais il ne faut pas oublier l'article et le magazine. Mais on est bien, on a le temps. Vous savez, Rome, c'est l'ambiance avant tout. Il faut ressentir Rome. On a le temps. Oui, mais vous savez, moi, tant que le travail n'est pas terminé, je suis pas rassurée. Et en matière de signes, il nous en reste encore pas mal. Mais regardez, santé. Oui, mais c'est ça le journalisme. Sinon, on reste à la maison, on copie les articles des voisins. Non, venez, on va en profiter. Regardez. Respirez. Voilà, Rome, ça se respire. Voilà, je sais que Sophie aura bien perçu cette dimension un peu particulière qui fait de la cité romaine une ville à part. Rome, effectivement, cela se respire. Un point, c'est tout. Bien sûr, il y a tous ces monuments, si nombreux qu'on pourrait se perdre à tous les décrire. Ils ont chacun leur petite histoire personnelle, comme ce château Saint-Ange bâti dans le mausolée de l'empereur Adrien et qui devint par la suite le tombeau impérial de nombreux empereurs avant d'être transformé en bastion militaire au cours du 5e siècle. Il devint ensuite la forteresse officielle du Vatican, le lieu où s'exerçait le pouvoir judiciaire du pape, se dotant pour l'occasion d'un tribunal et même d'une prison. C'est dans les appartements de ce château que les papes vécurent au retour d'Avignon en attendant l'achèvement de la basilique Saint-Pierre. C'est aussi dans ce château que le pape Clément VII put échapper aux hordes de mercenaires espagnols et germaniques qui dévastèrent la ville en 1527. En fait, il y aurait tant de choses à raconter. Parce que Rome est tellement imprégnée d'histoire, partout, dans tous ses recoins. Mais
Vous savez, le propre d'un bon article, c'est de choisir. Il faut sélectionner ce que l'auteur veut mettre en exergue. Cela lui appartient. C'est son privilège de journaliste. En ce qui me concernait, je tenais aussi à teinter mon papier de toutes ces couleurs merveilleuses que seul Rome sait offrir. Pour peu que l'on s'égare un peu dans ces ruelles, qu'on flâne sans but véritable, qu'on se laisse bercer par la douceur de vivre, eh bien on peut redécouvrir la célèbre Dolce Vita à la romaine. Piado Gandeloccio. C'est de la vigne vierge, ça, Jean-Paul. C'est de la vigne vierge. Ça a tout envahi, hein. Ça va bientôt envahir tout le Trastevere. Ah oui, ça pousse bien en tout cas. C'est joli. Ça descend même très bas. Sophie, le directeur du magazine, avait raison. Le Trastevere, c'est populaire. Ah, c'est bien le Trastevere, ça me plaît. Oui, c'est vrai, on n'est pas à Paris, mais c'est quand même tout le charme de la rive gauche. Enfin, la rive gauche du Tibre. Quoique, il y a un point commun quand même avec Paris. Regardez, les ruelles pavées. Et enfin, c'est le seul point commun, si vous me permettez, Jean-Paul, parce que Paris est quand même beaucoup plus austère que Rome. Ça, c'est vrai. Rome, c'est joyeux, c'est parfumé. Puis les Romains, ils ont le verbe haut. Ils s'interpellent d'une ruelle à l'autre, d'une fenêtre à l'autre. Ciao Carla, ciao Mario. Non, mais ça me plaît. Moi, j'ai pas l'âme d'un citadin, mais je crois qu'ici, ben, je pourrais vivre. Ouais. Bon, mangez, Sophie. On est à table, on est à Rome. Profitons-en, profitons de la bonne chair. Regardez ça. Mais Jean-Paul, enfin, mais qu'est-ce que vous faites? Et votre régime? Mangez la pizza, hein, Sophie, mangez la pizza. Vous avez raison, Jean-Paul. À Rome, faisons comme les Romains, et au Trastevere, prenons la vie comme elle vient. C'est bon, hein? Délicieux. Attention quand même, hein. Votre régime. Mangez la pizza. Le Trastevere méritait bien au moins un bel encart dans notre article, si ce n'est un chapitre entier. En fait, le problème restait l'articulation entre les différents paragraphes, mais là, franchement, je faisais confiance au talent de Sophie pour rédiger quelque chose de cohérent avec un fil rouge attractif qui cimenterait le tout. Faut dire que l'information ne manque pas, hein. Bien au contraire. Il y en avait même trop à mon goût. Beaucoup trop de données diversifiées, intéressantes, mais tellement disparates. Et puis je me disais qu'on gagnerait à parler de Rome la nuit. Ouais, parce que les monuments, ils prennent une dimension toute nouvelle la nuit. Cela surprend si l'on y songe, parce que la plupart furent construits à une époque où l'éclairage public était pour le moins inexistant, voire défaillant. Mais force est de constater que les lampadaires illuminent Rome sans pareil. Le rendu est fantastique.
Je crois que l'on pourrait tout réécrire depuis le début, mais avec une vision des choses exclusivement nocturne. Bon, évidemment, je plaisante. On avait déjà abattu avec Sophie un travail colossal et il est impossible de recommencer tout à zéro. Mais je garde l'idée dans un coin de ma tête et je ne manquerai pas un jour de proposer un papier. Après tout, cela pourrait renouveler la manière de visiter la ville, Rome, la nuit. Je m'étais d'ailleurs demandé au début de notre aventure romaine si Rome n'était pas considérée comme éternelle en raison justement de l'abondance de ses monuments. J'en doutais alors et ne le pensais toujours pas. La ville m'était depuis apparue d'une incroyable richesse en nombre d'édifices, mais aussi en diversité de styles. Il y avait tout d'abord cette forte base antique, probablement unique en Europe. Mais ce qui m'éblouissait le plus datait de la Renaissance et des siècles suivants. On ne peut que constater l'importance des papes dans la construction de la cité. Eux qui furent les mécènes des artistes romains, eux qui commandèrent presque toutes les œuvres les plus spectaculaires. À Rome, chaque quartier réserve ses surprises. Si je devais choisir une place romaine pour illustrer le mieux l'histoire artistique de la cité, eh bien je choisirais sans hésiter à Piazza Navona, au lieu du tourisme à Rome. La place est construite sur les ruines du stade de l'empereur Domitien, épousant d'ailleurs parfaitement sa forme initiale. Mais en son centre se dresse aujourd'hui la fontaine des 4 fleuves, l'un des chefs-d'œuvre baroques de Lorenzo Bernini, l'architecte préféré du cardinal Borghese. Bâtie vers 1650, cette fontaine des 4 fleuves symbolise les 4 parties du monde. Elle figure le Danube pour l'Europe, le Nil pour l'Afrique, le Gange pour l'Asie, le Rio de la Plata pour le continent américain. J'avoue que de nuit, les détails de la sculpture sont quelque peu obscurcis, qu'il est parfois difficile de reconnaître les attributs de chacun des continents évoqués. Mais l'ensemble s'entoure d'un mystère encore plus grand. Et puis de jour, l'endroit est bondé, ce qui est quand même pas plaisant. Au contraire, de nuit, on a le temps pour soi. Le temps de découvrir que la figure représentant le Nil porte un voile sur le visage. Cela symbolise le fait que la source du fleuve n'était pas encore connue à l'époque. Puis il y a des pièces de monnaie qui accompagnent le géant américain faisant allusion aux richesses découvertes aux Amériques. On peut aussi observer des animaux et des végétaux savamment choisis par le sculpteur pour symboliser chacun des continents. Jean-Paul, vous savez quoi? La nuit, cette fontaine des 4 fleuves nous offre un aspect vraiment fantastique. Oui, mais enfin, toutes les fontaines de Rome conservent un secret. Faut pouvoir le décoder. Elles ont toute une histoire en fait, une histoire très confidentielle. Ah bon, mais quel secret, Jean-Paul, vous m'intriguez? Alors, je vais vous raconter l'histoire. D'abord, il faut remonter le temps. Alors, c'est l'histoire d'un constructeur de fontaines qui était totalement génial. Il avait eu l'idée de glisser des symboles dans toutes les fontaines qu'il construisait. Évidemment, il fallait pouvoir décoder, il fallait pouvoir lire les secrets. Je décrivais alors à Sophie la symbolique des géants de pierre sculptés par Bernini. Une légende que l'on m'avait révélée dans l'après-midi et qui voulait que les géants de la fontaine expriment surtout la grande rivalité entre Bernini et Borromini, autre architecte reconnu à la même époque. Selon cette légende urbaine, les géants montraient en réalité du dédain pour la façade de l'église Sant'Agnese in Angone, construite par Borromini et qui fait face à la fontaine. Le géant du Nil se voile alors la face pour ne pas la regarder, tout comme celui du Gange qui détourne également le regard. Pire encore, celui du Rio de la Plata lève le bras en signe de protection, épouvanté par l'idée que l'église pourrait s'effondrer.
Bon, évidemment, il s'agit d'une légende bien romaine car l'église de Borromini fut construite quelques années après la fontaine. Mais que voulez-vous? Le romain est taquin. Je terminais mon exposé en lui parlant de l'obélisque romain qui surmonte la fontaine. Un obélisque récupéré dans les ruines du siècle de Maxence, mais qui n'a rien d'égyptien. En fait, c'est une copie romaine réalisée pour l'empereur Domitien. Vous savez, si on ne possède pas de trophée de guerre, on peut toujours en fabriquer. La nuit, les fontaines romaines sont magiques. Je ferai grâce au lecteur de les décrire de jour. Rien n'est plus majestueux à mes yeux qu'une fontaine délicatement éclairée laissant la volupté de ses flux surgir de la pénombre. À Rome, les fontaines sont souvent des chefs-d'œuvre incroyables. Elles le sont en réalité depuis l'Antiquité, puisque l'eau est une grande richesse que les Romains vénéraient. Elles le sont parce que Rome a toujours conservé ses racines antiques comme un héritage que chaque nouvelle génération a su recomposer. On dit souvent que l'architecture baroque est une redéfinition moderne de l'esthétisme antique traité selon un discours contemporain et totalement novateur. C'est vrai. Le style de la fontaine de Trevi, daté du XVIIIe siècle, est une étape supplémentaire dans la longue course des arts romains. C'est une composition qui ne s'inspire pas directement de la période antique, mais qui rend hommage au baroque, à l'œuvre du Bernini, à sa fontaine des 4 fleuves. Jean-Paul, c'est bon, vous avez fait la monnaie? Oui, j'ai la pièce, la voilà. Merci. J'espère vraiment que cette légende est vraie et que cette pièce me fera revenir dans cette ville éternelle. Il y en a une autre de belle légende, c'est la légende de Trêve. C'était une jeune fille romaine qui était poursuivie par des Romains qui en voulaient à sa virginité. Alors pour leur échapper, elle leur a montré cette fontaine. Cette fontaine porte son nom. Mais si vous regardez, vous voyez Neptune qui est tracté avec son char par 2 chevaux. L'un des deux est fougueux, l'autre est plus calme. Cela symbolise la mer avec les éléments apaisés ou les éléments très agités. Et puis vous regardez un peu plus haut et vous voyez 4 statues qui avaient été commandées par le pape Clément XII. Ces 4 statues symbolisent les 4 saisons. D'ailleurs, le blason des papes se retrouve au-dessus. L'ensemble forme un arc de triomphe adossé au Palais Paul, l'un des plus célèbres de Rome. Mais la symbolique est très forte. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire d'abord qu'on veut rendre hommage à la Rome chrétienne qui a triomphé de la Rome antique, et puis on veut aussi rendre hommage au génie humain qui arrive à dompter les éléments, à contrer les vents mauvais. Et voilà. Une très belle légende. Jean-Paul, je vais jeter la pièce, vous me regardez? Oui, Vous me regardez, Jean-Paul, hein? je n'ai Dieu que pour vous. On se croirait dans le film Un été à Rome. Moi, je dirais plutôt la Dolce Vita de Fellini. Oui, enfin, comptez pas sur moi pour aller me baigner dans cette fontaine avec ma robe de soirée. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. Vous me donnez une autre pièce, Jean-Paul, s'il vous plaît? Moi, je vous la donne, la pièce. Mais une seconde fois, ça va pas marcher, vous allez faire mentir la tradition. Oui, mais moi j'ai des liens particuliers avec cette ville, alors si je la jette 2 fois, je suis sûre au moins de revenir 2 fois dans cette ville éternelle. Et oui, Rome est la ville éternelle, la seule, l'unique. Cette fontaine de Trèves illustre parfaitement ce caractère éternel de la ville romaine. En tout cas, moi je le pense, parce que lorsque je regarde ce monument, je ne vois pas une période, je les vois toutes ensemble fusionnées. Vous savez, on me dit souvent que Rome ne s'est pas construite en un jour. Eh bien, c'est vrai. Il y a dans la vieille cité des temples, des églises, des morceaux de colonnes ou des murs qui nous renvoient au fondement même de notre civilisation occidentale, à ses bases antiques, à ses bases religieuses. Rome a été conçue par les empereurs de l'Antiquité, mais Rome a été ressuscitée par les papes. Or, dans les 2 cas,
Tout a été mis en œuvre pour que la ville impressionne le reste du monde, pour qu'elle lui insuffle de nouvelles références artistiques et culturelles. Mais Rome n'est pas éternelle pour cela. Rome n'est pas qu'un musée à ciel ouvert, même si tout y est beau, admirable. Rome a quelque chose de plus grand qui surpasse les périodes de l'histoire. Rome apparaît aujourd'hui comme une composition originale où se mêlent toutes les influences et on peut sentir là le long cheminement des âges. Je crois sincèrement que c'est pour cela que la ville génère cette espèce d'incroyable sentiment d'immuabilité. Parce que ces monuments les plus récents, ils s'inspirent toujours des précédents dans une espèce de rapport d'hommage et d'évolution. Cela réveille la conscience de la profondeur linéaire du temps. C'est long le temps, mais cela offre aussi une perception cyclique du temps, selon l'idée de l'éternel recommencement des choses. À Rome, plus qu'ailleurs, chaque rotation de l'histoire réaménage les éléments du mouvement précédent dans une espèce de perspective infinie. C'est probablement dans cette succession de perpétuels recommencements, de résurrection, pour reprendre un vocable très chrétien, que se définit le mieux le sentiment d'éternité. Oui, Rome n'est pas une ville éternelle par le souvenir qu'elle impose. Elle est éternelle dans sa manière de sans cesse se réinventer en fusionnant ses héritages. Et ça en fait une ville vraiment unique.